Thierry Bamas est un chef pâtissier. Et au lieu de faire une présentation biographique classique, je vais simplement partager avec vous quelques dates et très rapidement l'inviter sur scène. En 1997, Thierry Bamas est finaliste du championnat de France du dessert. En 2000, premier prix de la ville de Mont-de-Marsan, catégorie sucre. 2001, premier prix de la ville de Sète, catégorie sucre, et devient champion du monde de la pâtisserie. En 2003, il est membre de l'équipe de France à la Coupe du monde de la pâtisserie. 2005, premier prix de dégustation, gâteau de voyage et champion d'Europe de sucre. 2007, finaliste au titre de meilleur ouvrier de France pâtissier. 2008, premier prix Master des desserts glacés. 2010, Thierry Bamas devient champion du monde des desserts glacés. Félicitations à vous. Enfin, en 2011, et il va nous en parler, il devient alors meilleur ouvrier de France en pâtisserie. Thierry Bamas, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. C'est un véritable honneur, si vous voulez bien nous rejoindre. Merci. Un, deux. Bien, bonjour à tous. Écoutez, je me suis fait un petit peu attendre, je m'en excuse. C'est vrai que j'arrive de loin, j'arrive du Pays Basque, donc le Pays Basque, c'est pas à côté. Mais bon, ça me fait plaisir d'être ici parmi vous. Voilà. D'autant plus que mon parcours est quand même assez on va dire, marrant si on veut, mais en même temps atypique, dans le sens où je n'ai pas réussi par mon cursus scolaire, on va dire. Voilà, ça a été fait de plusieurs étapes. Et c'est toujours très intéressant aussi de montrer que l'on peut réussir et pas forcément en entreprenant de longues études dès le départ, mais en les entreprenant beaucoup plus tard, ce qui a été le cas pour moi. Et puis en réussissant par mes qualités qui étaient des qualités professionnelles, mais aussi des qualités qui sont aussi personnelles, c'est-à-dire quelqu'un d'assez volontaire, d'assez pugnace et ayant le désir et la volonté de réussir à tout prix, ce qui a été mon cas. Et je dois dire que ce n'est pas encore terminé pour moi, puisque mon métier étant ma passion, je ne cesse de le remettre en question et d'aller de l'avant. Et dans ce métier, comme on peut le voir aujourd'hui, il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc, comme je le dis, je viens du Pays Basque. Là-bas, j'y ai trois entreprises avec 20 salariés. Et j'exerce mon métier depuis maintenant, on va dire, 30 ans. Même si au départ, je ne suis pas issu de cette belle région, mais plutôt de Marseille. Voilà, l'accent, on peut encore le deviner, bien entendu. Voilà, donc là-bas, 3 entreprises, 20 salariés, et mon domaine de prédilection est la pâtisserie. Donc on a pu le voir, ce parcours professionnel a été jalonné de beaucoup de concours. Des concours qui ont été pour moi, on va dire, la possibilité de me construire. Et je le dis souvent parce que des concours, ce n'est pas simplement se confronter les uns contre les autres, c'est aussi grandir professionnellement et humainement. Et dans ce métier, il est important que l'humain soit au centre de tout, du moins pour celui-là, puisque c'est celui que je connais le mieux, mais je pense que de toute façon, c'est le cas pour tous les métiers, car c'est celui qui va construire le professionnel et qui va permettre à ce professionnel-là d'atteindre ses objectifs et de porter le plus haut, le plus loin possible son métier. Donc, effectivement, je l'ai jalonné de plusieurs concours et je les ai, pour la plupart, remportés. Et on va dire que ces concours ont été pour moi aussi la manière la plus évidente de construire mon univers professionnel. Alors, cet univers professionnel, il n'est pas uniquement lié qu'à la pâtisserie, comme vous avez pu le voir, il est lié à la glacerie, il est lié à la chocolaterie. Mais surtout, ça m'a permis de comprendre et de faire évoluer mon travail tout au long de ce cheminement. La pâtisserie, comme je vous l'ai dit, ça fait maintenant plus de 30 ans que je l'ai, on va dire, exercée. Au tout début, quand j'ai commencé, on était encore sur une pâtisserie qui était assez traditionnelle, avec des crèmes au beurre, des choses très lourdes, très sucrées, et avec laquelle on avait du mal, on va dire, à se mouvoir, à véhiculer et à pouvoir, on va dire, avoir la possibilité de finir des repas convenablement.
Entre-temps, la pâtisserie a beaucoup évolué. Elle a évolué grâce, bien entendu, aux cuisiniers et à la restauration. Et de là, à travers tout ce parcours-là, j'ai pu entreprendre un gros travail sur ces desserts. Donc aujourd'hui, mon univers, il est surtout constitué d'une pâtisserie où, on va dire, c'est une étude liée aux textures, au goût, aux saveurs et à tout ce qui peut toucher, bien entendu, aux matières premières. La pâtisserie, c'est un domaine où le goût est étroitement lié, où on a besoin essentiellement de toucher, on va dire, ses propres émotions. Et à travers cela, je n'ai eu de cesse que de faire des recherches et de faire évoluer mon travail. Donc quand on peut voir, si vous avez la possibilité un jour de venir à ma rencontre, si on voit ma pâtisserie, on va se rendre compte que cette pâtisserie-là, c'est une pâtisserie qui est, on va dire, créée de manière, on va dire, de succession de textures et de saveurs. Donc de strates, où on va à chaque fois voir visuellement le travail et le cheminement de la créativité qui a été exercée autour de cette pâtisserie-là. Alors pourquoi j'aime bien parler de ça? Parce que c'est très important aujourd'hui qu'il y ait une vraie transparence dans ce que l'on fait et dans le travail que l'on veut, on va dire, transmettre aux yeux du consommateur. Voilà. Donc ces concours-là m'ont permis cela. Le MOF en lui-même, pourquoi? Alors le MOF, si on le traduit par 3 lettres, on dit MOF, le meilleur ouvrier de France. Ça a été pour moi, on va dire, la concrétisation de tout ce que je pouvais à un moment donné penser et entreprendre autour de ma pâtisserie. Donc c'est un concours qui est très complexe, c'est un concours qui est difficile, qui se réalise au bout de 35 heures de travail. Il faut savoir qu'au départ, vous avez quand même 50 inscrits. Vous avez au bout 16 finalistes et à la sortie 4 reçus, voire 5 quand vraiment on est sur de bonnes promotions. Donc c'est un diplôme très 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 complexe à atteindre, mais qui permet au bout de pouvoir, on va dire, attester d'un vrai savoir-faire et de vraies compétences, pas simplement en France aux yeux du consommateur français, mais aussi à l'international, puisqu'on est aujourd'hui, du moins les pâtissiers, on va dire qu'on est assez aimé et adulé à l'international, tout simplement parce que c'est un art, la pâtisserie, éminemment français. Alors pourquoi je dis ça? Parce que, contrairement à la cuisine, où la cuisine, on en trouve dans le monde entier, hein, vous avez de la cuisine chinoise, vous avez de la cuisine, on va dire, d'Amérique du Sud, vous avez de la cuisine du Moyen-Orient, vous avez des cuisines totalement différentes qui aujourd'hui se mixent à notre cuisine à nous, hein, puisqu'on peut voir dans les grands restaurants à quel point les épices, etc. ont été utilisées, chose qu'aujourd'hui vous ne trouvez pas en pâtisserie. Pourquoi? Tout simplement parce que la pâtisserie, c'est avant tout un art, comme je le dis même en français, mais quelque chose qui est propre à nous. C'est-à-dire que vous avez un seul pays au monde où on termine par le dessert, c'est la France. Donc, en cela, on est quand même aujourd'hui assez adulé dans le monde entier, tout simplement parce qu'on a une pâtisserie, on a des desserts avec des codes bien définis. Mais cela ne doit pas nous empêcher effectivement la créativité. Alors quand on doit effectivement concevoir ou créer ou faire évoluer un dessert, on va, comme je l'ai dit tout à l'heure, tenir compte des goûts, des textures, des couleurs, de beaucoup de choses, mais tout en tenant compte, bien entendu, de l'aspect identitaire du dessert. Vous avez pu voir aujourd'hui de partout, du moins sur les réseaux sociaux ou même dans toutes les pâtisseries, parce que si on va dire que vous êtes assez bien lotis, notamment à Paris, on peut voir beaucoup de pâtisseries se créer autour de jeunes professionnels avec des styles totalement différents, qui ont aujourd'hui un succès évident, mais qui réalisent aujourd'hui une pâtisserie, on va dire, dite évolutive, ou on va dire créative si on veut, dans le sens où on va redéfinir le classique tout en gardant même son essence. C'est-à-dire qu'on nous envie aujourd'hui la tarte au citron, on nous envie aujourd'hui le Paris-Brest, on nous envie aujourd'hui l'éclair, vous avez pu le voir avec
la belle enseigne qui est l'Éclair de Génie. On nous envie beaucoup de desserts, le millefeuille, etc. Et ces desserts-là, qui sont propres à nous, on a envie de les retrouver, mais aujourd'hui sur des visuels totalement différents, sur des textures totalement différentes, de manière à ce qu'elles puissent répondre au code d'aujourd'hui. Mais, comme je l'ai dit, ce qui est important dans cette créativité-là, c'est de tenir compte, bien entendu, de son essence et, bien entendu, de son histoire, quoi, de ce qu'il a mis en place et de ce qu'il a créé. Chaque pâtisserie en France, et pour la plupart des grandes spécialités, ont vraiment une histoire. Quand on parle du Paris-Brest, elle a été créée parce qu'à un moment donné, il y a eu une course qui se faisait Paris-Brest, et puis un pâtissier, voyant passer cette fameuse course, a décidé qu'il allait réaliser une roue de vélo et a créé un Paris-Brest. Donc le Paris-Brest s'est retrouvé rond avec un trou au milieu. Aujourd'hui, on voit des Paris-Brest qui sont sinueux, on voit des Paris-Brest qui sont longs, on voit des Paris-Brest de formes différentes. Ça reste toujours une pâte à choux, une crème pralinée, mais la forme a évolué. On voit aujourd'hui, bien entendu, des éclairs de toutes les couleurs avec des saveurs différentes. Ça, c'est la créativité. Mais ça reste toujours une pâte à choux, une crème à l'intérieur, mais des couleurs, une customisation différente. On voit aussi, qu'est-ce qu'il y a encore, le macaron, on voit encore le millefeuille, on voit des tas de desserts aujourd'hui changer, évoluer, de par la créativité de ces professionnels-là, mais toujours, les codes sont en place, c'est-à-dire l'architecture du dessert est toujours là, de manière à ce qu'elle puisse répondre gustativement aux émotions que l'on a pu rencontrer. Et je parle d'émotion parce que la pâtisserie, c'est ça. C'est avant tout de l'émotion. C'est une émotion qui nous rappelle des moments passés, alors avec nos parents, avec nos grands-parents, etc., et qui nous permettent, à un moment donné, de nous repositionner. Si on s'éloigne de ces codes-là, on s'éloigne de l'essence même du dessert, et si on s'éloigne de l'essence même de ce dessert, on n'est plus dans les codes et dans le dessert tel qu'on veut l'imager. Donc la créativité, aujourd'hui, elle s'exerce de partout. Elle part, on va dire, dans tous les sens. Et elle s'exerce aussi beaucoup à l'étranger. Et on se rend compte à quel point on influence aujourd'hui le dessert dans le monde. C'est que cette pâtisserie-là, aujourd'hui, qui nous est enviée, s'exerce de très haut niveau dans beaucoup de pays, comme le Japon, maintenant la Chine, ou bien entendu des pays comme l'Inde qui s'y mettent aussi, et bien d'autres, ce qui montre à quel point notre pâtisserie et notre histoire sur la pâtisserie a des répercussions importantes. Donc tout ça pour dire que la créativité, du moins chez moi, quand je l'exerce, je tiens compte toujours de, on va dire, du code et on va dire de l'essence même de ce qu'est le dessert à la base. Et puis bien entendu, ensuite là on parle de l'aspect visuel et après on va parler du goût. Mais le goût, c'est là aussi quelque chose qui doit être, on va dire, assez marqué. Pourquoi marqué? Parce qu'on ne doit jamais, à un moment donné, se poser de questions. Quand on mange un dessert et qu'on annonce un dessert et qu'on annonce une composition ou qu'on annonce un goût, on se doit, à un moment donné, de répondre à ces codes-là. Si on commence à partir dans des compositions complexes, car on sait qu'au-delà de 3 saveurs, on ne peut plus déterminer, on ne peut plus décerner les goûts. Si on part dans des saveurs trop complexes, là encore une fois de plus, on n'y est pas. Et si on n'y est pas, on est dans la déception. Donc, la créativité, c'est faire en sorte que visuellement, on arrive à faire en sorte de créer l'impulsion d'achat. Mais bien entendu, le goût, c'est ce qui va faire que derrière, on revient. Donc, on se doit, à travers toute cette créativité-là, de tenir compte de ces paramètres. Alors, bien entendu, la pâtisserie, elle évolue aussi parce que nous évoluons. Les consommations étant totalement différentes, on se rend bien compte qu'on a besoin aussi d'avoir une pâtisserie qui se, on va dire, véhicule. Alors, on n'a pas attendu d'arriver maintenant dans cette société-là pour le faire, puisqu'au départ, la pâtisserie se consommait sur assiette, se consommait en cuisine, se consommait dans les maisons bourgeoises.
il a fallu que les boutiques et les pâtisseries se créent pour qu'on puisse commencer à avoir un éclair, une religieuse, un millefeuille. Mais c'était déjà des pâtisseries qui se mangeaient sur la main, comme ça, et dans la rue, sans problème. Mais aujourd'hui, on a été beaucoup plus loin. Pourquoi? Parce qu'on a moins le temps, bien entendu, de consommer certains produits, notamment à des périodes bien définies. Je parle, bien entendu, du déjeuner. Et donc là, la créativité s'est aussi exercée pour avoir une offre beaucoup plus large de pâtisseries dans ces moments-là. Donc, on a créé, on va dire, une pâtisserie nomade. Donc ça, c'est la pâtisserie plus funky, comme certains le disent, hein, des pâtissiers comme Christophe Michala qui sont un petit peu les précurseurs, si on veut, mais un petit peu les moteurs de cette pâtisserie-là. Une pâtisserie plus funky, c'est une pâtisserie tout aussi élégante, mais beaucoup plus pratique, avec des goûts qui sont eux aussi toujours positionnés. C'est-à-dire que si on a l'habitude de manger une tarte au citron avec un fond de tarte et une crème citron, et qu'aujourd'hui on l'a sur un bâtonnet avec une couverture chocolat, mais que la crème est à l'intérieur et que le biscuit est à l'intérieur, on est toujours sur une tarte au citron avec un visuel différent. Mais quand on mange, on a la tarte au citron. Donc ça fait partie effectivement des évolutions que l'on va, on va dire, continuer à voir venir chez nous, on va dire modérément, même si on en a pas mal qui se mettent en place maintenant. Mais c'est vrai que si on regarde bien, dans notre culture à nous personnelle, c'était pas évident jusqu'à présent qu'on ait eu le désir et le besoin de consommer comme ça sur le pouce. Il se trouve que la société évolue et que maintenant c'est le cas, mais ailleurs, ça se faisait depuis très longtemps. Malgré tout, on est quand même assez attaché à notre culture, on est assez attaché à, bien entendu, ces bases qui sont les nôtres, qui sont celles qu'on nous a inculquées dès le départ, par nos parents, par nos grands-parents, etc. Et je pense, pour moi, que ça aura certainement ses limites. C'est-à-dire que ce sera toujours les limites qui permettront à cette créativité-là de rester dans les codes et de ne jamais arriver à ce qu'elle soit totalement dénaturée. Voilà, donc en fait, aujourd'hui, chez moi, quand je entreprends, on va dire, une création ou une créativité autour d'un dessert ou autour d'un produit, on va dire, de snacking, je tiens toujours compte, toujours, du goût et du message que j'ai à faire passer à travers le produit. Et ça, c'est primordial. Le goût, c'est aussi les produits. Et les produits, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est les hommes. C'est pour ça que je dis que l'humain est très important, parce qu'au-delà de notre métier, de notre profession, on se rend bien compte que nous, professionnels, que ce soit en cuisine ou en pâtisserie, on fait souvent référence à ces hommes et femmes qui produisent en permanence ces matières premières dont on a besoin pour pouvoir arriver à toucher émotionnellement le consommateur. Et ça, c'est des choses qui sont pour nous essentielles. Sans eux, nous ne pouvons pas créer. Sans ces produits-là de qualité, sans le terroir, sans, bien entendu, cet amour du produit, nous ne pouvons pas nous faire passer notre amour du métier et notre amour du goût. Donc, la créativité, c'est aussi ça. C'est aussi aller chercher les meilleurs produits, les transformer, les amener au maximum de leur aboutissement pour que derrière, on ait un produit totalement émerveillé. Et ça, je pense que c'est quelque chose que l'on doit absolument tenir compte. Voilà. Donc, il ne faut pas que la créativité prenne le pas sur le visuel. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'on pense uniquement création visuelle et que derrière, on soit déçu par l'aspect gustatif. On se rend compte aujourd'hui, à travers tout ce que l'on peut voir, qu'il y a beaucoup de créativité qui sont relayées. Pas mal de photos, bien entendu, très bien faites. Mais derrière, on se rend compte que gustativement, on n'y est pas. Et là, ça devient dangereux. Ça devient dangereux. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte que le message est faussé. On n'est pas là pour vendre du visuel, on est là avant tout pour vendre du goût. Le visuel n'est que l'introduction de ce que l'on va derrière
déguster. C'est pour ça que je dis toujours, un produit, visuellement, doit parler, doit introduire la dégustation. Il ne doit pas y avoir de superflu. Il ne doit pas y avoir de choses de totalement, on va dire, inutiles. Voilà. On a besoin que le produit, le dessert en lui-même, cette créativité que l'on a mis en place, soit simplement le message que l'on a voulu faire passer. Et lorsque moi je crée un dessert, c'est ce que je fais. C'est-à-dire que, comme je vous l'expliquais, ma pâtisserie, aujourd'hui, elle a été créée de plusieurs strates. C'est-à-dire que je suis parti du principe que lorsqu'on voyait un dessert, on avait besoin de le lire visuellement. Quand on voit certains desserts, on a une forme ronde, on a des glaçages très brillants, pour ceux à qui ça parle, avec des petits décors. Mais à l'intérieur, il ne se passe rien. On ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Or, la créativité, elle s'exprime où? À l'intérieur. Si vous cachez le travail qui est fait à l'intérieur, vous passez quel message? Simplement un message de beauté, un message visuel, mais pas le message de ce qui vous attend gustativement. Donc je suis parti du principe que pour moi, tout devait être visuel. Donc quand je crée mes gâteaux et que je les crée en strates, j'ai mon histoire qui se crée. Et cette histoire-là, elle est lisible et compréhensible de chaque client qui vient dans mon magasin. On a la base du gâteau, on a le biscuit, on a la crème, on a la mousse, on a etc. Le client est devant et au fur et à mesure qu'il lit sa composition, il peut découvrir le cheminement du dessert. Donc non seulement ça le rassure, mais en plus de ça, je dois dire que le professionnel, lui, se met, on va dire, dans une situation où il ne peut pas tricher. Et il doit être totalement transparent. Et c'est ce que je fais à travers ma pâtisserie. Et c'est comme ça que je l'écris au quotidien. Quand je crée mes desserts, je crée mon histoire. Quand je crée mon histoire, je fais en sorte que cette histoire-là, tout le monde puisse la comprendre. Si mon client est capable, à un moment donné, de me relayer les mêmes informations que moi, j'ai conçu au départ, j'ai gagné. Si par contre, il n'est pas en mesure de retrouver ce que j'ai fait et l'histoire que j'ai voulu raconter, donc pour moi, c'est que je n'ai pas réussi mon dessert. Voilà. Donc, c'est très important de bien comprendre que la créativité a vraiment ses limites, mais aussi de se dire que les limites que l'on met, ce sont des limites qui sont simplement liées au goût. Mais que derrière, à aucun moment, le visuel doit prendre le pas. Voilà. Et ça, c'est très important. Donc, si je dois donner un conseil aujourd'hui, à travers chaque création que vous pouvez faire, c'est toujours créer votre histoire et de faire en sorte que cette histoire puisse être comprise de tout le monde. Moi, je sais qu'à chaque fois que j'ai réalisé mes concours, à chaque fois que je réalise mes desserts, ça a été, on va dire, un des points forts qui a constitué ma réussite, ça a été justement le goût, tout ça parce que j'ai voulu à chaque fois positionner les saveurs de manière à ce que cette histoire se raconte et que émotionnellement, le consommateur puisse le retrouver. Donc, on va dire qu'à partir de là, je n'ai jamais eu besoin d'aller beaucoup plus loin. Je n'ai jamais eu besoin de mettre de superflu sur mes desserts. Je n'ai jamais eu besoin d'aller en faire trop parce que c'était déjà suffisant. Voilà. Donc, c'est là, aujourd'hui, on va dire la clé de la réussite de mon entreprise et de ce que j'ai pu faire jusqu'à présent. Et je ne pense pas que je changerai dans les années à venir, même si, comme je l'ai dit, la pâtisserie est un art qui évolue beaucoup et que derrière, effectivement, il se passe beaucoup de choses. Mais on se rendra toujours compte que les pâtissiers qui auront le plus de succès seront ceux qui auront réussi à rester dans la simplicité et dans le goût. Voilà. Ne jamais oublier la simplicité et le goût. Ce n'est pas dans la complexité qu'on a le plus de réussite, loin de là, mais surtout dans la simplicité. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Merci. Alors, je ne sais pas si j'ai été, on va dire, assez compréhensible dans ce que j'ai pu dire, parce que vous savez, moi, des conférences, je n'en fais pas beaucoup, je suis déjà très honoré d'être là. Vous savez que c'est pas
évident, mais bon, je l'exprime avec mes mots, avec ma passion, et puis voilà. Et c'est tout ce qu'on demandait, et merci beaucoup Thierry Bamas d'avoir été présent avec nous ce soir. Nous avons un peu de temps pour des questions, et pendant ce temps-là, nous avons la chance d'avoir une dégustation. Oui, alors, cette dégustation... Ça marche toujours, ça, hein, ça marche bien, ça. Alors... Si je vais demander aux tuteurs s'ils peuvent nous aider. Il y a 2 cartons ici, je crois qu'il y a un autre carton. Alors cette dégustation, j'espère que vous l'aurez dans les meilleures conditions possibles, parce que comme je vous le dis, je suis assez attaché à ça. Donc elle a été réalisée, on va dire, dans les tendances d'aujourd'hui. C'est une dégustation qui va se manger de manière ludique et qui a été conceptualisée autour d'un emballage, parce que ça aussi c'est important aujourd'hui. S'il y a une notion qui est devenue très importante dans notre métier, c'est celle du marketing. Et on va dire qu'un produit bien amené, bien abouti, est aussi un produit bien marketé. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Plein de questions. C'est vous? Oui. Oui, bonsoir. Oui. Merci pour la présentation. Moi, j'ai une question par rapport à la technique, on va dire. Je parlais un tout petit près du micro. Ouais, votre treat de MOF, il vous amène à forcément augmenter vos volumes de vente. Vous avez dit vous-même que vous aviez 3 points de vente. La question, c'est de savoir comment aujourd'hui on s'adapte à cette demande-là techniquement pour garantir une qualité qui soit gustative et un produit toujours identique dans tous ces points de vente. Alors c'est une question très intéressante parce que effectivement, les volumes ont augmenté, c'est vrai, mais j'ai toujours eu de cesse de faire une pâtisserie simple. Une pâtisserie qui, aujourd'hui, si je voulais, pourrait même être à des volumes, on va dire, beaucoup plus importants. La notion de volume est pas on va dire, c'est pas le problème. La notion de goût et bien entendu, on va dire, de travail des matières premières, là, c'est important. Alors aujourd'hui, en pâtisserie, on va dire qu'on a la capacité à pouvoir s'équiper avec des machines assez performantes qui nous permettent de pouvoir, on va dire, avoir des volumes beaucoup plus importants tout en ne négligeant pas la qualité ni le goût de nos produits. Mais comme je l'ai expliqué, moi je fais mes pâtisseries de manière simple et si je voulais aujourd'hui augmenter mes volumes, ce ne serait pas un problème. Par contre, il est clair que je dois toujours m'appuyer sur des collaborateurs avec des compétences importantes parce que sans eux, bien entendu, on ne pourrait pas réaliser ce qu'on réalise, même si on a des machines très performantes. Vous nous avez parlé de l'importance de donner une histoire, de rappeler une histoire dans chacun de vos desserts. Moi, je me posais la question des marchés émergents, les marchés où il y a peut-être une histoire de la pâtisserie qui est moins grande que celle qu'on a en France. Est-ce que l'importance du marketing et de l'image, là où il y a peu d'histoire gastronomique de la pâtisserie, n'est pas très très importante et même genre majoritaire? Alors, écoutez, oui, alors l'histoire, elle est très importante. Et on se rend compte d'ailleurs que l'histoire est importante parce que quand vous allez à l'étranger et que vous voyez des pâtisseries au Japon, en Chine, etc., ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois, ils prennent comme enseigne un nom d'une pâtisserie française ou un nom on va dire, d'un personnage français, etc. Donc de toute façon, l'histoire, à l'étranger, ils en tiennent compte encore beaucoup plus que nous, on peut en tenir compte. Et c'est d'autant plus marrant parce qu'eux ont compris l'importance de l'histoire à travers le produit. Et chose que nous, aujourd'hui, on ne fait pas forcément. Et donc, à travers le marketing, je dois dire qu'eux l'appliquent énormément. Alors, c'est vrai que la pâtisserie française, elle est constituée de beaucoup d'histoires, mais cette histoire-là, ils s'en servent pour véhiculer la marque française, pour véhiculer l'image française, même si souvent le dessert est éloigné de ce que l'on peut faire en France. Mais croyez-moi qu'à l'étranger, l'histoire est sincère, il n'y a pas de souci, et notamment pour beaucoup plus que nous, et pour le marketing notamment. Oui. Thierry, vous avez une question en face de vous, sur votre gauche. Bonsoir. Merci de votre présentation. Comment gardez-vous votre passion pour la pâtisserie après tant d'années? Alors en fait, ma passion, elle est arrivée, on va dire, elle est arrivée assez tardivement, puisqu'au départ, j'ai commencé par de l'électromécanique, vous voyez, donc pendant 3 ans. Alors déjà, un cursus assez chaotique, puisque j'ai arrêté en 5e, vous voyez, donc 5e, c'est très tôt.
Donc, je n'ai pas été très loin. De là, j'ai décidé de partir faire de l'électromécanique. Bon, ça ne m'a pas plu. Et puis un jour, j'ai eu la chance de rentrer dans une entreprise et ça a été un coup de foudre. Lorsque j'ai pu voir ce que la pâtisserie pouvait exercer sur le consommateur. Et je me suis dit, mais c'est formidable. Si toi, qui aujourd'hui n'as pas de grande capacité scolaire, tu peux, à travers tes mains et ton palais, arriver à faire passer des messages et arriver à, on va dire, donner un petit peu d'importance à ta personne. Donc du coup, je me suis dit, tiens, mais c'est un métier formidable. Alors bien sûr, ça a évolué tout ça avec le temps. Hein. Et avec le temps, je me suis rendu compte que la pâtisserie, c'était beaucoup plus que cela. Et c'est là que j'ai compris que si je voulais avoir de la créativité, il fallait que je me cultive. Donc je suis retourné à l'école très tard. À 31 ans, je suis retourné à l'école. Et j'ai commencé à préparer un brevet de maîtrise. Donc il a fallu que je reparte de la base. Je ne savais pas ce que c'était qu'une dissertation. Il a fallu que je réapprenne les mathématiques, le français, etc. Et c'est un diplôme que j'ai eu un candidat libre au bout de 10 mois, en faisant des cours et des cours et des cours et des cours pour pouvoir rattraper ce retard. Mais ce qui m'a permis de comprendre qu'il fallait que je continue et que donc j'aille dans les musées, que je lise et que je continue à me cultiver pour continuer à créer. Et la passion, elle est venue comme ça. Elle est venue parce que je me suis rendu compte que plus je me cultivais, plus j'avais la possibilité de créer, plus je créais, plus j'émerveillais. Et plus j'émerveillais, plus je m'émerveillais moi-même. Donc finalement, ma passion n'a pas de limite. Thierry, pouvez-vous nous dire ce qu'on est en train de déguster? Alors en fait, c'est une pâtisserie. Si vous préférez, là vous êtes en train de manger. Donc vous avez une crème vanille, donc ce qu'on appelle une petite ganache montée. Donc vous avez une crème à base de chocolat, de vanille, qui a été émulsionnée. Vous avez un petit coulis de fruits exotiques qu'on peut savoir, on peut sentir légèrement fond. Et puis ça a été enrobé d'un chocolat noir. Et à l'intérieur, vous avez des petites pépites de gruau de cacao. Le gruau de cacao, c'est la fève de cacao qui a été éclatée en petites particules et torréfiée et qui a été mise à l'intérieur du chocolat. Tout ça pour vous expliquer qu'en fait, un chocolat, un dessert, il faut qu'il y ait à l'intérieur toujours du croustillant, du moelleux, bien entendu, un peu d'acidité, un peu de sucré et de l'amertume. C'est tout ça la créativité chez nous en pâtisserie. Et si on veut arriver à un moment donné à être apprécié en fin de repas, il faut qu'on arrive à réguler tout ça pour que justement on finisse avec une très très bonne note. Parce qu'on a quand même le devoir, nous pâtissiers, de clôturer les repas. Et croyez-moi, ce n'est pas une mince affaire parce que quand on arrive généralement à la fin de repas, on n'a plus envie. Et là, on peut en parler parce que vous sortez des fêtes et vous avez bien vu que quand on arrive au dessert, généralement, c'est difficile. Voilà. Et je voulais savoir un peu, c'était quoi l'histoire de ce dessert glacé? En fait, l'histoire de ce dessert, au départ, c'était, on va dire, de pouvoir petit à petit vous faire rentrer dans l'émotion du petit bâtonnet glacé. C'est-à-dire d'un petit dessert, d'un petit bâtonnet très connu qui est le Magnum. Donc visuellement, vous étiez déjà parti sur un dessert glacé. Puis derrière, vous êtes arrivé à mordre dans ce petit dessert et vous êtes tombé sur quelque chose de mou. Donc, je dis, mais ce n'était pas glacé. Donc là, on est rentré dans quelque chose de beaucoup plus en douceur. Et le but après derrière était de pouvoir vous faire transporter à travers l'amertume dans le chocolat et les saveurs exotiques. Voilà. Donc c'était ça l'histoire en fait. C'était au départ de vous perturber par la forme et ensuite de vous transporter par les goûts. Voilà. Vous parliez tout à l'heure de l'identité de la très française, de l'art très français de la pâtisserie. Est-ce qu'il y a, là où les cuisines du monde sont interactives, se mêlent, s'entremêlent, etc., est-ce qu'il y a, si la cuisine française ne s'inspire pas forcément de pâtisseries étrangères, parce que peut-être ça n'existe pas au même niveau, est-ce qu'il y a des desserts ou des pâtisseries typiquement françaises qui, elles, sont en harmonie gustative, culturelle avec d'autres contrées? Je pense par exemple au macaron. Je parle sous votre contrôle, chef. C'est de l'amande. Il n'y a pas d'œufs, je crois. Il y a des blancs d'œufs uniquement. Il y a des blancs d'œufs. Donc, on est sur quelque chose qui a, et par les couleurs, qui est typiquement oriental. Est-ce que le macaron français, dans sa grande tradition, Marie-Antoinette, etc., est-ce que c'est finalement un dessert oriental et est-ce que ça a du succès dans ces contrées-là? Alors, vous avez entièrement raison, c'est typiquement oriental. En fait, le macaron,
Il a vu, au départ, c'est un produit qui arrive, bien entendu, des pays du Maghreb, notamment du Maroc, où il y a beaucoup de desserts à base d'amandes. Les Juifs marocains, notamment les séfarades, qui, eux, ont beaucoup voyagé, ont amené énormément avec eux le miel, les amandes, etc. Donc tout ça, c'est arrivé dans beaucoup de pays. C'est arrivé au Portugal. Du Portugal, c'est arrivé en Espagne. En Espagne, bien entendu, il y avait beaucoup d'amandes, donc on a travaillé ces spécialités-là. Il y a eu le touron, il y a eu le nougat, qui est chez nous, on appelle le nougat, mais qui est le touron en Espagne, et le macaron, qui petit à petit est arrivé surtout dans l'Est, avec les Juifs, bien entendu. Et on a eu des spécialités de macarons importantes, notamment du côté de Nancy, puisque au départ, le macaron lisse qu'on peut voir, le macaron parisien, s'appelle le macaron gerbé, du nom de son inventeur. Pourquoi on a créé le macaron? On l'a créé tout simplement parce qu'on ne savait pas quoi faire des blancs d'œufs. Notamment, on a créé le financier de la même chose, c'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait pas de froid, il n'y avait pas de frigo. On clarifiait les œufs, on utilisait les jaunes rapidement, les blancs d'œufs, on les laissait pourrir. Et donc, pour utiliser ces blancs qui étaient pourris, malheureux, mais vraiment pourris, on les mettait soit dans des macarons, soit dans des financiers, pour pouvoir les passer. Donc on a créé ce fameux macaron, et des macarons aujourd'hui, il y en a beaucoup dans toute la France. Et donc notamment le macaron gerbé, qui au départ a été cuit sur une feuille de papier, qui était décollé avec de la vapeur, et qui a été ensuite garni et customisé par Pierre Hermé avec différentes saveurs. Mais au départ, effectivement, c'est oriental. Mais beaucoup, de toute façon, de pâtisseries nous viennent des pays orientaux, puisque sans eux, de toute façon, il y a beaucoup de choses que l'on ne ferait pas, parce que c'est quand même chez eux qu'on a découvert le sucre, l'amande, etc. Voilà, effectivement. Merci encore pour cette conférence et pour ces excellents produits. Je voulais savoir si la façon dont maintenant les chefs et les pâtissiers sont médiatisés, la façon dont le public est éduqué, change la façon dont vous essayez de les atteindre, de les toucher, donc change la façon dont vous créez. Merci. Alors, c'est vrai qu'actuellement, on est un peu perturbé. On est très perturbé parce qu'on est très présent, on se doit être présent aujourd'hui sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Pinterest, etc. Vous voyez, moi j'ai 50 ans bientôt, donc j'ai pas connu tout ça, et aujourd'hui j'y suis énormément. Et il est clair qu'on aurait tendance à se laisser influencer et à, on va dire, modifier notre pâtisserie en fonction de ce que l'on voit et du plébiscite que ça peut avoir. Moi, j'ai la chance d'avoir une clientèle. J'ai la chance d'avoir des magasins et j'ai la chance de savoir ce que les gens veulent. Et le décalage entre ce que l'on peut voir et ce que les gens aiment est énorme. Aujourd'hui, et je pense que c'est pour tout ce que l'on peut voir aujourd'hui et tout ce qui était relayé, il y a un décalage énorme. La réalité, ce n'est pas ce que l'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux. La réalité est beaucoup plus simple que ce qu'on peut croire. Les gens, aujourd'hui, veulent revenir aux essentiels, aux classiques, tout simplement. Donc, quand vous allez dans une boutique, vous demandez quels sont les desserts les plus vendus, ça reste toujours l'éclair, le millefeuille, la religieuse, la tarte citron. Et tout ce que l'on peut voir autour, c'est de l'amusement. Voilà. C'est pour ça que je parle de goût, parce que c'est important à un moment donné d'animer, de créer, c'est important d'évoluer. Mais si on s'éloigne de ça, on ne peut pas avoir de succès. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui ont beaucoup de succès sur les réseaux sociaux, mais qui ont peu de succès, on va dire, commercial. Par contre, il y a des gens qui le sont moins, mais qui ont des gros succès commerciaux. Et c'est ceux-là qu'il faut regarder, parce que ceux-là, ils ont tout compris, parce qu'ils ont su rationaliser, ils ont su marketer correctement, et ils ont su atteindre la clientèle qu'ils voulaient. Et ça, je crois que c'est le plus important aujourd'hui. Je voudrais revenir sur une des questions que vous avez eues tout à l'heure et sur le fait que vous ayez maintenant 3 boutiques, vous avez une vingtaine de salariés. C'est quoi la journée ou la semaine type de Thierry Bamas entre la gestion quotidienne, les salariés, l'organisation, la gestion d'une organisation et la créativité? Est-ce que vous continuez à vous donner des plages horaires pour la créativité? Comment est-ce que vous mêlez ces deux aspects de plus en plus grandissants, en tout cas pour la gestion? Alors moi c'est vrai que c'est un peu spécial parce que, en fait, déjà le matin, je suis tous les matins dans mon laboratoire, quand je ne voyage pas, bien entendu, c'est-à-dire que je descends à 4 h du matin, je suis avec mes collaborateurs, je suis là, je suis avec eux pour la production, parce que j'ai besoin de continuer à goûter tous les jours ce que je fais. C'est-à-dire que moi,
Déjà, tous les matins, je goûte mes crèmes. C'est-à-dire, mais quand je goûte mes crèmes, c'est-à-dire je goûte la crème liquide, je goûte le beurre, je goûte tout. J'ai besoin de savoir si ces matières-là, aujourd'hui, comme demain, sont toujours, on va dire, au niveau de ce que je les attends. Une fois que j'ai fait ma production, je rentre dans ce qu'on appelle l'organisation. Donc, je mets en place l'organisation de la journée pour que, effectivement, le travail se fasse de manière organisée. Et on va dire qu'après, il y a la créativité. Pour moi, la créativité, elle se fait à tout moment, à toute heure, en fonction de ce que je peux ressentir, en fonction de ce que je peux voir, en fonction, on va dire, de la, ouais, on va dire des choses qui me pénètrent. Alors, ça peut être à travers une émission de télévision, ça peut être à travers une discussion avec des collaborateurs, ça peut être à travers un magazine que j'ai pu feuilleter à un moment donné, ça peut être à travers des voyages. C'est comme ça. Et en fait, j'ai une mauvaise manie, c'est que je suis toujours en retard et je fais toujours les choses au dernier moment parce que j'ai toujours envie de les remettre en question. La dernière bûche qu'on a faite, qui est une bûche, chaque année on fait une bûche prestige, une bûche collector, qu'on fait 67 exemplaires. J'ai dû la sortir, on va dire, 3 semaines avant les fêtes. Alors elle s'est faite attendre. D'un côté, ça a créé un petit peu, on va dire, une forme d'attente vis-à-vis du client. Moi, ça m'a mis dans l'urgence, et c'est dans l'urgence que je me suis finalement retrouvé. Et c'est là que j'ai pu arriver à sortir ce dessert-là, parce que à un moment donné, par l'urgence, les choses se sont faites simplement et dans l'ordre que je voulais. Et pour ce qui est du goût, en fait, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, j'ai ce qu'on appelle une mémoire interne qui a enregistré aujourd'hui des goûts et des saveurs que j'accumule tout le long de l'année en fonction de ce que je goûte et en fonction de ce que je vois et en fonction de ce que je découvre. Là, pour la dernière bûche, c'était une bûche qui était faite à base de champignons. Ça a énormément choqué au moment le client parce qu'il ne comprenait pas pourquoi il allait manger du champignon. En fait, j'étais au Québec. Et au Québec, j'ai découvert un lactaire délicieux qui avait le goût de sirop d'érable et une petite fleur sauvage qui s'appelle le mélilo qui avait des saveurs de fèves de tonka. Je me suis dit, ben voilà, ça va être la bûche de cette année. Problème, quand vous commencez à travailler des produits comme ça que vous ne connaissez pas, il faut réguler. Mais ça a été simple pour moi. L'histoire, c'est quoi? C'est des produits qui viennent du Québec, donc ça sera Noël au Québec. Qu'est-ce qu'il y a au Québec? Mais au Québec, il y a ce champignon qui a ce goût d'érable, il y a cette fleur de mélilo, et puis il y a cette myrtille qu'on appelle le bleuet sauvage. Le bleuet est assez fade, le mélilo est un peu corsé, et puis le champignon qui est très parfumé. En-delà de ça, il faut mettre des textures, donc il a fallu réguler. Donc ça a été une histoire on va dire, de curseur entre l'acidité et le fruité de la myrtille, le côté très parfumé de ce champignon et ensuite le côté corsé de la fève de tonka. Et l'ensemble a été assez extraordinaire et pourtant je l'ai fait en 3 semaines. Parce que c'est quelque chose qui est en moi aujourd'hui, qui est propre à moi et je ne peux pas expliquer. Il me faut peu de temps pour régler le goût parce que je goûte tellement tous les jours, je suis tellement passionné par le goût, j'ai tellement je pousse tellement les choses loin parce que j'ai besoin d'avoir la même émotion que vous pouvez avoir vous en mangeant, que finalement, ça devient naturel. Voilà. Donc au bout de 2-3 fois, l'entremets était réglé et les gens ont été conquis par ce dessert-là et ce n'était pas évident au départ. Voilà. Je crois qu'on peut remercier très chaleureusement Thierry Bamas. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous surtout. Merci pour cette dégustation unique. Merci. Et ce partage d'expérience. Merci infiniment.